Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La dernière fois qu'on l'a reçue, c'était pour parler de l'Abuse, donc toute Val dehors, on était sur la mer. On va prendre de la hauteur, puisque là, on va parler de Roland Garros, on va parler des exploits de Roland Garros, bien sûr, avec Alexandre Dupuis. Bonjour Lucie. On va voir un petit peu comment cet homme a marqué de son empreinte non seulement l'histoire de la Réunion, mais l'histoire de France et d'un cosmo réunionnais. Bonsoir, Alexandre Dupuis. La question est récurrente. On connaît l'Abuse, on connaissait pas beaucoup. On a nos fantasmes, l'imaginaire joue. C'est pas mieux pour Roland Garros, je pense. Et pourtant, la stèle du barrage est très explicative. Ouais. Roland Garros, comme c'est plus proche de nous, on a beaucoup plus d'explications. On a beaucoup de photos. On a même des films de l'époque. Et tous ces exploits ont été répertoriés, on va dire, à la minute près. Hein. Donc, on va rappeler un petit peu Roland Garros. Alors, Roland Garros est né à Saint-Denis. Rue Roland Garros, justement, à l'époque, ça s'appelait la rue de l'Arsenal. Et donc, son père, Georges Garros, lui, il était avocat. Et puis, à l'âge de 4 ans, il a quitté la Réunion pour la Cochinchine. Bon, maintenant, c'est le Vietnam. Avant, c'était l'Indochine. Et il a quand même fait une escale à la Réunion lorsqu'il avait 10 ans. Enfin, à l'époque, on voyageait via les messageries maritimes. Donc, les bateaux venaient soit au port de la Pointe des Galets ou parfois dans la rade de Saint-Denis. Mais voilà, c'est les messageries maritimes. Et donc, après, à 10 ans, il a été pensionnaire en métropole. Et puis ensuite, il a voulu devenir avocat, mais il a eu cette passion pour les avions, pour l'aéronautique, qui lui a pris aux tripes, en fait. Alors, comment ça a commencé ? Eh bien, il avait déjà eu ces héros, là, ces pionniers de l'aviation qui avaient fait pas mal d'exploits. Il y avait Blériot qui avait déjà traverser la Manche, et lui, il s'est dit, je vais laisser le droit, je vais vendre mon magasin d'automobile pour investir dans l'époque, c'était dans une embarcation très qui était sommaire plutôt, très très sommaire. C'était la demoiselle de Moss, comment ça s'appelait, c'était Santon de Moss, voilà. Et donc alors cette embarcation, ce petit avion, il faut imaginer des petits trous et quelqu'un qui est dans une caisse très proche du sol, et au-dessus il y a le moteur avec l'hélice et les ailes. On va juste rappeler à quelle époque ça se situe. C'est avant 1900. C'est avant la Première Guerre mondiale, en fait. Ça s'est passé avant la Première Guerre mondiale, vers 1900, vers 1900 à peu près. Oui, vers 1900, on va dire. Ouais. Et il commence à apprendre à piloter, de toute façon. Il n'a pas le droit. Oui, il n'y a pas d'école d'aviation, il n'y a pas d'instructeur, il y a juste des pionniers qui s'amusent avec des embarcations, on va dire, improbables. Et au fur et à mesure, il essaie plusieurs avions. Après, il passe de la demoiselle c'est la demoiselle Santos, de Mont-Santos au Blériot. Et puis ensuite, il passe au fameux Morane Saulnier avec lequel il a traversé l'Atlantique en 1913. Et donc, au départ, c'était de l'amusement. Ensuite, il y a eu des meetings aériens un peu partout dans les villes. Il y a eu des meetings aériens à Paris, à Madrid. Il y a eu des gens de liaison Paris-Madrid. Il y a eu des vraies exhibitions. Les gens venaient, mais les gens, lorsqu'ils venaient, c'est plus par curiosité. Ils attendaient plutôt que les avions se crashent ou qu'il y ait des morts. Bon, c'est triste, hein, mais voilà, ils venaient par curiosité, un peu. Non. Oui, aussi par admiration, surtout aussi. Il y a aussi de l'admiration. On va quand même se rappeler que à cette époque-là, ça n'était pas simple. Et c'est vrai que tout ce qui était les exhibitions qu'on faisait, parfois l'avion tombait sur le public. Hein. Oui, ça arrive. Et à l'époque, c'était assez courant que les gens mouraient lors de ces exhibitions. Là, une chose, il faut rappeler, je veux dire que
même si Clément Ader a été le premier, je crois, à faire voler une machine, donc c'est un Français, ça n'a pas été simple. Hein. Le nombre de fois qu'ils ont mis en marche une machine, le décoller les roues de 5 à 10 cm du sol, c'était déjà un bonheur. Oui, oui, c'était déjà un bonheur, c'était déjà un exploit. On s'en rend pas compte maintenant, puisque maintenant l'aviation c'est devenu quelque chose de quotidien, tandis qu'à l'époque c'était quelque chose de mystérieux et il y avait des gens qui ne les prenaient pas au sérieux. D'ailleurs, c'est pour ça que on les appelait les faucheurs de Marguerite, parce qu'au départ, au départ, il faut faucher les blés, quoi, on va dire. Ah non, pour ceux qui se rappellent de cette série qui passait à la télé dans les années 70-80. C'était pas Bowington, c'était quoi ça déjà? Quelle série? Les Faucheurs de Marguerite. Ah, les Faucheurs de Marguerite. Ah, d'accord, oui. Moi, c'était une série. Je m'en souviens pas. Bon, on parlait de l'aviation. Donc, c'est pour ça que j'en parle là. Et c'est vrai que ça reste un grand moment de télé et puis un grand moment pour l'aviation. Ce qu'il fallait faire voler, c'est faire passer. Ouais, c'est sûr, c'était un exploit, on va dire, c'était des exploits, on va dire, à l'époque surhumains, quoi, et risqués. Oui, et autre chose encore qu'il faut, quand on parle de Roland Garros, c'est que ce qu'il va apporter dans l'évolution technique de l'avion et de ce qu'on pouvait en faire. Oui. Au départ, c'était, on va dire que c'était de l'ordre de l'expérience. C'était les avions, c'était juste des expériences. Il y avait quand même quelques tentatives d'apporter le courrier, mais bon, c'était pas encore l'aéropostale. Et puis se servir de l'avion à l'époque pour en faire un outil militaire. Alors là, c'était vraiment, c'était inimaginable pour l'armée elle-même. L'armée ne les prenait pas vraiment au sérieux. C'était juste des gens qui faisaient au départ qui faisaient des trucs bizarres. Mais après ils ont gagné du galon, on va dire, les aviateurs, et il y a eu de vrais combats aériens. Alors juste, c'est important parce que l'aviation arrive juste au moment où on utilise encore les ballons, les montgolfières. Ouais. Donc c'est vrai que c'était important parce que imaginez un montgolfière lors d'une guerre, c'est pas facile à utiliser. L'avion est mobile, l'avion bouge, et c'est ça je pense, qui a incité à développer rapidement cet outil, parce qu'ils avaient besoin de ça pour faire la guerre. Oui, parce que l'avion est beaucoup plus mobile qu'une montgolfière. Une montgolfière, c'était plus pour observer les champs de bataille, on va dire, c'était un point d'observation, tandis que l'avion, il est mobile, et on peut faire du repérage, mais c'est moins vertical. La montgolfière a plus, on va dire, une position verticale. On dit que l'avion peut choisir sa position, repérer l'ennemi, repérer un corps ennemi, et ensuite, grâce au tir au travers l'hélice qui apparaît inventé par Roland Garros en 1915. Là, c'est devenu, ça a donné une autre dimension. Ça a donné une autre dimension à la guerre, parce que jusqu'à maintenant, lorsque l'avion de guerre partait, il partait avec le matériel, le fusil mitrailleur, et avec quelqu'un pour utiliser. Le pilote, lui, se contentait de piloter, de faire voler Quand Roland Garros a trouvé l'astuce, comment tirer à travers l'hélice. Là, ça a donné vraiment une autre dimension à la. Oui, alors là, c'est là que ce qu'on appelle en anglais le dogfight est né, c'est-à-dire l'art du combat aérien. Eh bien, et quand on imagine que, par exemple, les films comme Top Gun, et d'ailleurs Top Gun, c'est réellement une école de pilotes de chasse aux États-Unis. Donc, l'ancêtre de cela, c'est Roland Garros. C'est extraordinaire, quoi. Roland Garros, c'est vraiment on va dire, l'ancêtre de la guerre aérienne, c'est-à-dire la guerre moderne. Il est clair que lui, il a fait faire à l'aviation un pas énorme en avant, en trouvant l'astuce de tirer à travers les hélices, alors que les hélices tournent à une vitesse assez impressionnante. Donc, c'est pour ça que on ne mesure pas ce que quelqu'un comme Roland Garros a pu apporter à l'aviation. Et il a fait beaucoup de tentatives
de vol en temps long. Ouais. Et Oui, bah justement, la traversée de la Méditerranée, c'est plus de 700 kilomètres. Et il a pris des risques. À un certain moment, il était en train de survoler la Corse, et puis il a eu une avarie moteur, mais il s'est dit, si je m'oppose tout de suite, je vais être en vie, mais ça sera quand même laid, parce que la beauté, quand même, ça va casser le rêve, ça va casser ce désir de conquête et de réussite. oui, ça montre que c'était quelqu'un de très ambitieux, de quelqu'un qui avait vraiment une grande volonté. Et pendant la guerre 14-18, il a pris quand même des risques. Ouais. En fait, il a été fait prisonnier pendant 3 ans, et puis après, lorsqu'il est revenu au front, il y a Georges Clémenceau qui lui a proposé d'être officier, de travailler plutôt dans la recherche, et lui, non, lui, il voulait servir la patrie, pilote. Et il a foncé, et c'est une intégrité incroyable, en fait. Ouais. Alors, Georges Clémenceau, pour ceux on va revenir aux séries télé, les Brigades du Tigre, le Tigre étant bien sûr Clémenceau. Georges Clémenceau c'est bien Georges Clémenceau, je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est bien Georges Clémenceau. A été donc un des chefs d'État de la France. De la 4e République. Ouais. Et donc Clémenceau, lui, à cette époque, les chefs ont commencé à prendre en considération les aviateurs. Ce n'était plus des doudingues avec leur machine. C'était devenu quelque chose d'admis, de sérieux. Oui, parce que la bataille du ciel était devenu quelque chose d'important, parce que celui qui gagnait la bataille du ciel avait plus de chances de gagner la guerre. Oui, exactement. La bataille du ciel, justement, ça permet de cartographier la région, de voir où est l'ennemi. Ça donne beaucoup de coups d'avance de pouvoir justement de pouvoir survoler les zones ennemies. C'était une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et la question à ce niveau-là, et surtout concernant Roland Garros, est montrer à quel point il aimait prendre des risques aussi. Et il ne refusait aucune bataille, il y allait. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a... Je sais pas qu'on l'a piégé, mais on l'a attendu quand même pour... Alors, est-ce qu'on l'a entendu? Oui, c'est vrai que Roland Garros était devenu très connu, même avant de perdre la vie, avant d'être capturé par les Allemands, avant de faire ces 3 ans de détention, les Allemands se demandaient, mais quel était le secret de cet avion magique qui arrivait à tirer de face? Parce qu'avant, comme vous disiez, mon cher Gismi, pour tirer, il fallait se mettre sur le côté. Et donc, sur la technologie, encore une fois, tirer de face, encore une fois, comme j'ai dit, c'était plus facile de le faire et de gagner la bataille du ciel plutôt que d'avoir à porter une machinerie lourde et un tireur. À ce niveau-là, ce que Roland Garros a apporté à cette guerre, c'est surtout d'aller plus vite. Ouais, c'est d'aller plus vite, et ça crée plus d'intensité plus de fluidité dans les combats aériens aussi, plus de fluidité, plus de vitesse pour repérer les positions de l'ennemi. C'est dans ce sens-là, oui, on va dire. Ouais. Et puis, un certain paradoxe, mais on mourrait aussi plus vite. Oui, on mourrait plus vite, exactement. Ouais. Alors, c'est l'occasion, c'est aussi, je crois, que pour La Réunion, de rendre hommage à cet enfant né à La Réunion, qui a aujourd'hui une stèle... je vais dire que quand tout le monde passe au bar à choix... Magnifique. Très poétique, cette stèle. On ne peut pas ne pas le voir, mais prenez le temps d'aller lire ce qui est écrit exactement, au bas de la stèle. C'est vraiment impressionnant en termes d'information. Et il y a des choses que, quand je relis, on est surpris de savoir qu'il a fait tout ça.
Ouais. Oui, on est très surpris. Et puis même sur la stèle, il n'y a pas tout parce qu'on ne parle pas des exhibitions aériennes qu'il y a eu un peu partout dans le monde. Parce que il est allé aussi à Cuba, au Brésil. Et bien, l'armée brésilienne a beaucoup appris justement de ces aviateurs. Il a fait aussi des exhibitions à New York. Donc il a parcouru le monde en fait. Hein. Roland Garros, ça ne s'est pas passé qu'en Europe. C'est vraiment fantastique. Et puis, il y a un vrai paradoxe au sujet de Roland Garros, c'est que mondialement, ce nom est connu partout. Il est connu aussi bien par les Américains que par les Japonais, il est connu par tout le monde. Mais personne ne sait que c'était un aviateur, et encore moins qu'il venait de notre île. À l'île de la Réunion. Qui est né à l'île de la Réunion, ouais. Et en plus, Roland Garros, quand on regarde son arbre généalogique, il y a les primo-arrivants, il y a les premières indo-portugaises, il y a les premiers Français, les premières femmes malgaches. C'est incroyable. Il y a aussi des flibustiers, donc c'est vraiment quelqu'un de chez nous, on va dire. Et oui, Roland Garros, ce qui est vraiment dommage, c'est que son nom soit vraiment connu mondialement et que à la Réunion, qu'on ne sache toujours pas. Ouais. Par exemple, si on demande à un Américain qui est Roland Garros, il répondra eh bien un tennisman, et il sera incapable de situer où est la Réunion, et par contre tout le monde connaît son nom. Donc c'est un paradoxe extraordinaire. Oui, parce qu'on connaît le tournoi de tennis. Oui, le tournoi de tennis qui porte son nom. Ouais. Et justement, il porte son nom parce que l'un de ses amis, qui était aussi un ancien aviateur et qui a été aussi un ancien prisonnier des Allemands, l'admirait beaucoup. Et comme Roland Garros, lui, c'est un ancien athlète, un ancien sportif, il a joué au tennis, bien sûr. Il a joué au tennis avant la guerre, il faisait partie du stade français. Et puis après, pendant ses 3 ans de détention, à un moment, les Allemands lui ont permis aux prisonniers de faire du sport. Donc voilà, il s'est mis au tennis pendant sa détention. Donc. Non, ça montre à quel point c'est un grand. Un grand monsieur, pas parce qu'il est né à La Réunion ou ailleurs, c'est juste parce qu'il a toujours été, j'allais dire, authentique dans sa façon d'être. Il a, comme tout à l'heure, vous avez dit, il a vendu son magasin pour pouvoir s'acheter son premier avion, en fait. Son premier avion. Voilà, il faisait pas les choses à moitié, il n'hésitait pas. Quand il se lançait, il se lançait. Et juste pour, on va terminer là-dessus. Quand il est abattu, d'ailleurs il est en France quand il est abattu. Oui, alors il est abattu à Vouziers, et oui, en fait il est abattu au-dessus de Vouziers, et on retrouve sa tombe dans le camp ennemi, parce que les Allemands, même si c'était pour eux aussi l'ennemi, ils admiraient son courage, son inventivité, sa bravoure, et donc ils lui ont érigé une tombe. Donc il y avait une forme il y avait du respect pour l'ennemi, quoi. Donc c'est très très humain, très chevaleresque. Juste pour dire que les Allemands avaient de quoi avoir du respect pour les aviateurs, eux, ils avaient le Baron Rouge. Oui, bien sûr. Ils avaient des chevaliers du ciel, autant de chevaliers du ciel que nous, donc ils savaient ce que c'est, ils savaient que les aviateurs étaient les genres de chevaliers modernes, c'était des chevaliers du ciel qui avaient une forme d'honneur chez eux, que c'était des gens respectables, et que quand l'ennemi était abattu, il fallait quand même le respecter pour le guerrier qu'il est. Et aussi pour sa bravoure, parce que la bravoure est dans les deux camps. Oui, ça c'est clair, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on parle toujours quand on parle de la guerre, on parle de la Gestapo, on parle des camps de concentration, on oublie que en Allemagne, à cette époque-là, il y avait des gens quand même qui avaient pas cette férocité, qui avaient pas cette façon d'être, qui étaient plutôt je dirais, qui avaient des sentiments. Oui, c'est sûr. De toute façon, derrière l'uniforme, il y a toujours un être humain, et les êtres humains se ressemblent, quel que soit le coin du monde, le coin du monde, quoi. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'il a été abattu,
mais ça n'en reste pas moins un grand homme, et il est né quand même à La Réunion, c'est un Réunionnais, et je pense que rien que pour ça, on doit être fier de dire que voilà, il est de cette île comme beaucoup d'entre nous. Exactement. Comme tous ceux d'entre nous qui sont là. Et vas-y. Vas-y, c'est important de pouvoir se regarder dans cet homme-là aussi, parce que ça nous donne aussi le besoin ou l'envie de se dépasser. Et là, je pense que Roland Garros nous a montré beaucoup. Ça résumait formidablement bien ce qu'il était, c'est-à-dire, comme tu disais, le dépassement de soi, la bravoure, l'abnégation, le sacrifice suprême pour la patrie. On va dire que c'est un idéal de comportement pour nous tous. Alors, je vais vous proposer donc de regarder ce reportage qui est fait par Alexandre Dupuis sur Roland Garros. J'espère que vous allez prendre toute la dimension de ce que lui, il a ressenti et de ce qu'était et de ce qu'est toujours Roland Garros pour nous Réunionnais. Nous sommes à Saint-Denis sur le Barachois, devant le restaurant Le Roland Garros. La statue de l'illustre aviateur trône magistralement sur l'esplanade qui lui est dédiée. Roland Garros est le héros oublié. On le prend pour un tennisman ou pour un rugbyman. On confond ses exploits avec d'autres. D'autres ont récupéré ses inventions. Mais il est temps de remettre notre héros à l'honneur. Voici un cliché du photographe Jean Legros, pris vers 1950. L'espace à l'époque était beaucoup plus dégagé. Cette statue grandiose est un hommage à notre grand héros créole, un enfant de Saint-Denis. Elle a été érigée en 1926. Ce monument très inspiré a été transporté par un bateau des messageries maritimes. Le maire de l'époque, Jean Châtel, était présent et une foule est venue saluer l'œuvre du statuaire Étienne Forestier et surtout l'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale. Roland Garros est bien un illustre Réunionnais. En effet, dans sa généalogie figurent les premiers Français, les premières femmes malgaches et indo-portugaises comme Françoise Rosaire, un soldat de la Compagnie des Indes, Guy Royer, né à Paris et débarqué à Saint-Paul en 1675, un flibustier Gilbert Willman, Jean Mousse et Marie Caz, et encore d'autres flibustiers. C'est dans cette rue qu'est né Roland Garros. Elle porte son nom comme beaucoup de rues ici à La Réunion. Voyons un peu la plaque commémorative qui figure au milieu de la rue. Ici naquit le 6 octobre 1888 Roland Garros aviateur. Le premier, il traversa la Méditerranée le 23 septembre 1913. Il fut l'initiateur du combat aérien en 1915. Lieutenant, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, il tomba glorieusement pour la France à Vouziers le 5 octobre 1918. Alors, nous sommes devant la maison de Roland Garros, la maison où il est né. Il a passé ses 4 premières années à La Réunion, avant d'aller en Indochine. Ensuite, à l'époque c'était la Cochinchine, donc il est revenu à l'âge de 10 ans, pour une escale avant d'aller en France. Il alla ensuite au pensionnat en métropole. Roland Garros n'était pas obligé de s'engager dans l'armée, puisque, étant natif des colonies, il n'avait pas cette obligation. Cependant, il voulait vraiment défendre sa patrie, il voulait vraiment défendre la France, donc il s'engagea comme volontaire en 1914. Aviateur de génie, Roland Garros est une inspiration pour nous tous, quelque chose qui tourne vers l'élévation d'âme. Son monument magnifique trône au milieu du Barachois. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Roland Garros, aviateur, officier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre, né à Saint-Denis de La Réunion. Le 6 octobre 1888, tombé au champ d'honneur à Vouziers.
le 5 octobre 1918. Initiateur du combat aérien en 1915, inventeur du tir à travers l'hélice. Fit en 1913 la traversée historique de la Méditerranée, sans flotteur, sans convoi et d'un seul coup d'aile de Fréjus à Bizerte. C'est sur ce Morane saulnier que Roland-Garros traversa la Méditerranée en 1913. C'était vraiment une embarcation précaire, c'était vraiment très héroïque. Avant le Morane saulnier, il y avait la Demoiselle qui était encore plus précaire et d'ailleurs au départ on ne prenait pas les aviateurs au sérieux, on les appelait les faucheurs de Marguerite. Roland-Garros n'a pas fait que survoler la Méditerranée. Il a aussi battu 3 fois le record d'altitude, c'est-à-dire plus de 5000 mètres. Il a participé à des meetings aériens où il était question de voltige à Paris, Rome et en Amérique du Sud. On a fait venir ce Morane saulnier grandeur nature depuis la métropole en fait. C'est une reconstitution exacte du modèle de Roland-Garros. On l'a fait voler bien justement dans l'aérodrome Roland-Garros et cette exposition a été organisée dans l'hôtel de la région depuis 1976. Nous avons cet honneur que notre aéroport porte le nom d'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale, le héros qui a inventé le tir à travers l'hélice. Sans Roland-Garros, sans ces pionniers, il n'y a pas d'aviation moderne. On lui doit tout. Ordre général du 27 octobre 1918. Le général commandant de la 4e armée cite à l'ordre de l'armée le lieutenant Garros, Roland, Adrien Georges, du 27e bataillon de chasseurs à pied, détaché de l'escadrille SPA 26, brillant soldat modèle de modestie et de courage et d'énergie, pilote incomparable, revenu au front après s'être évadé des camps allemands, où 3 ans de captivité avaient ruiné sa santé, a livré dès son arrivée en escadrille les plus durs combats, attaquant seul des patrouilles entières ennemies. Le 2 octobre 1918, a abattu son adversaire, choisi dans un groupe de 7 avions. Signé Gouraud. Voici le SPAD 7, l'avion avec lequel Roland-Garros a mis au point son fameux tir à travers l'hélice. Le principe est de synchroniser la mitraillette posée sur le capot avec les palmes du moteur. Tombé aux mains des Allemands, notre héros ne réussit pas à détruire son invention. L'ennemi la récupéra et l'en équipa ses avions. C'est pour cela que les livres d'histoire, pendant longtemps, ont attribué à Fokker la paternité du tir à travers l'hélice, alors que c'était en réalité Roland-Garros. Président du Conseil de la guerre arrêté, est inscrit au tableau spécial de la Légion d'honneur pour officiers Garros, Roland, Adrien Georges, lieutenant d'infanterie active, dont le nom est symbole de bravoure et de modestie, a mis au service de la patrie ses admirables qualités d'intelligence, d'audace et d'habileté professionnelle, tombé aux mains de l'ennemi, a gardé intacte sa confiance et son énergie et son indéfectible volonté, a échappé aux Allemands dans des circonstances qui jettent un nouvel éclat sur son nom. Signé Georges Clemenceau. Georges Clemenceau avait proposé à Roland-Garros un poste d'officier dans l'arrière, mais lui voulait rester en première ligne sur le front. Il voulait prendre des risques pour sa patrie, parce qu'il avait l'amour de la France et de sa patrie chevillé au corps. Pour lui, servir la patrie était ce qu'il y avait de plus noble, et il n'hésita pas une seule seconde. Et il était prêt à faire le sacrifice suprême. Le lieutenant Garros, Roland Adrien Georges, du 27e bataillon des chasseurs à pied, pilote de l'escadrille SPA 26, officier pilote d'une énergie, d'un courage admirable. Le 5 octobre s'est porté à l'attaque de plusieurs groupes d'avions ennemis, a fini par succomber héroïquement au cours d'une lutte par trop inégale, se donnant tout entier. La veille de la victoire à sa patrie, qu'il avait déjà si bien servi en apportant à sa défense le concours de ses recherches et les lumières de son esprit. Laisse à la France la gloire la plus pure à transmettre avec son nom à toutes les générations futures. Général commandant de la 4e armée, Gouraud. Délivré par le maréchal commandant les armées de l'Est, signé Pétain. Cette maquette de SPAD 13 a trôné au milieu des archives départementales pendant
une exposition au sujet de Roland Garros. Voici, après son évasion, après 3 ans de prison, à quoi ressemblaient les avions. Maintenant, c'est le SPAD 13. Il y a 2 mitrailleuses qui sont montées sur le tableau de bord. Les règles du combat aérien ont changé, donc Roland Garros a dû s'adapter à cette nouvelle règle du jeu. Mais au lieu de prendre un poste dans l'arrière, il n'hésita pas à foncer vers l'ennemi, à foncer vers son destin, à foncer vers l'héroïsme, à foncer vers une gloire certaine. Il a été abattu à Vouziers et on a retrouvé justement sa tombe dans le camp adverse parce que les Allemands, respectant sa bravoure, estimaient qu'il méritait une sépulture. Roland Garros est vraiment un héros oublié. Quand on prononce son nom, on pense que c'est un footballeur, un tennisman. C'est vrai qu'il a joué pendant un temps au tennis, notamment lorsqu'il a été fait prisonnier. Avant le conflit de 14-18, Roland Garros faisait partie du Stade français. Il jouait au tennis, ce n'était pas un grand tennisman, mais l'un de ses amis, après son décès, en souvenir de sa mémoire, qui donna son nom au tournoi que nous connaissons mondialement. Quoi qu'il en soit, Roland Garros est un mythe, une légende. Le paradoxe, c'est que tout le monde connaît son nom à travers le monde grâce au fameux tournoi de Roland Garros, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou ailleurs. Et très peu de gens savent que c'était un aviateur, et encore moins qu'il venait de notre île, de l'île de la Réunion. À présent, l'aéroport Roland Garros porte son nom. À l'intérieur de l'aéroport, il y a des gravures qui commémorent, on va dire, l'histoire de l'aviation d'une façon mythologique, d'une façon un peu imagée. Mais je me rappelle, dans les années 90, même au début des années 2000, il y avait une grande gravure sur ce même mur-là de Roland Garros. Et à présent, elle n'y est plus. C'est très curieux. Pourquoi est-on effacé son visage qui ne dérangeait personne au milieu de l'aéroport? C'est un mystère de plus à élucider. Quoi qu'il en soit, Roland Garros est un mythe, une légende et un exemple d'héroïsme pour nous tous.